Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Un accord a été trouvé lundi soir, dans la nuit, suite à la négociation entre les représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne sur un salaire minimum européen qui devrait entrer en vigueur. On va voir quand d'ailleurs, à la suite du processus législatif qui est en cours, bien sûr, et que les États devront derrière ça ratifier. En quoi consiste réellement cet accord? Qui est concerné et que va-t-il changer? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec vous. Leïla Chaibi, vous êtes députée européenne La Gauche et Mounir Satouri, vous êtes député européen Les Verts Alliance Libre Europe. Vous nous direz tout à l'heure ce que vous pensez in fine, j'allais dire, de cet accord. Vous nous donnerez votre point de vue, votre opinion. Mais on va essayer déjà de comprendre ce qui est à l'intérieur parce que c'est une question évidemment fondamentale, importante, qui touche des millions de travailleurs au niveau européen. Pourquoi ce débat a-t-il été lancé il y a 2 ans maintenant? Quel était l'objectif? À quel constat est-ce qu'il voulait répondre? Quel était l'objectif finalement? Alors, l'objectif, ça dépend à qui vous posez la question, mais l'objectif, oui, selon moi, de salaire minimum européen. D'abord, ce que c'est pas le salaire minimum européen, il n'a jamais été question que ce soit un chiffre fixe. Hein. Ça, là-dessus, on est tous d'accord. On va en parler de tous ces aspects techniques. Et pourquoi il a été lancé? Parce que, au sein de l'Union européenne, au sein de l'espace de l'Union européenne, il y a des grosses disparités de salaire. Et le fait qu'il y ait des différences de salaire, ce qu'on appelle, qu'il n'y ait pas d'harmonisation sociale en fait dans l'Union européenne, fait qu'il y a des entreprises qui peuvent se dire tiens, ça me coûte moins cher d'aller produire des produits à l'autre bout de l'Europe où le salaire minimum est beaucoup plus bas, et ça crée ce qu'on appelle du dumping social. Et la deuxième raison pourquoi il y avait... La concurrence entre les salariés. Exactement, pour voilà. que ça revienne moins cher. Et donc on tire les conditions de travail vers le bas. Et la deuxième raison importante à la création des salaires minimums européens, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand on travaille, c'est important, c'est essentiel qu'on puisse vivre dignement et que le travail soit un rempart à la pauvreté et que quand on travaille, on n'ait pas simplement de quoi subsister, de quoi survivre, mais bel et bien les moyens de vivre dignement. Mounir Satouri, quel était, selon vous, l'objectif? On vient d'énoncer les deux principaux, effectivement. Oui, Leïla l'a un peu dit. Ce texte a commencé à devenir un enjeu sérieux juste après la crise de la Covid. Et je pense qu'il est venu répondre à cet enjeu de lutte contre la pauvreté au travail. Les écologistes comme les progressistes, depuis de longues années, nous réclamons une convergence sociale. On réclame une convergence sociale vers le haut. Et le salaire minimum est un des outils, ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, moi je pense que ce texte est un progrès, mais qu'on pourrait aller plus loin dans ce texte comme sur d'autres sujets. Et je pense que le contexte de la Covid a été quelque chose qui a accéléré le calendrier sur ce sujet. Ouais. Alors attention, tous les pays européens ne sont pas concernés, précisons-le déjà tout de suite. Si. Ça ne concerne pas l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ça concerne tous les pays. Alors allons-y. Ça concerne tous les pays européens. Alors, ça concerne tous les pays européens. D'abord, ce texte qu'on a, c'est une directive. Donc c'est une directive qui va s'imposer après ratification, si on va jusqu'au bout de l'accord. Hein. Parce qu'il faut que le Conseil vote ça. Et le dossier va revenir au Parlement. Enfin, vous connaissez la mécanique de la production législative ici dans les institutions européennes. C'est pour ça qu'il faut expliquer à ceux qui Ça va s'impliquer à tout le monde. Que vous habitez un pays qui a un salaire minimum national décidé par la loi. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Ou dans un pays où le salaire minimum se définit dans le cadre du dialogue social des négociations de branche, cette directive va s'imposer. D'accord. Donc oui, ça concerne. Et pour nous, les écologistes, le fait que ce salaire minimum concerne tous les Européennes et les Européens était un marqueur important. Donc ça va concerner tout le monde. C'est ça. Oui, mais après, il faut se demander qu'est-ce qui va concerner tout le monde. Parce que c'est vrai que je vois où vous voulez en venir avec votre question. C'est qu'il faut que pour les Nordiques, en fait. Voilà. En fait, au sein de l'Union européenne, moi, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée au Parlement européen. Je n'avais pas du tout conscience de ça avant 2019, avant le début du mandat. C'est qu'en fait, on a des lunettes un petit peu différentes, des façons de voir les choses complètement différentes. Et même au sein de nos groupes politiques, au sein de mon groupe politique, au sein du groupe des Verts, au sein du groupe des socialistes, eh bien, il va y avoir des divergences entre les pays scandinaves et le reste de l'Union européenne sur les questions sociales et sur les questions de salaire, sur les questions de droits sociaux. Chez les Nordiques, c'est complètement incongru que les réformes sociales, que les questions de salaire minimum passent par la loi, que ce soit la loi nationale ou la loi européenne, les directives, parce que chez eux, ça passe par le dialogue social,
par les négociations collectives, les conventions collectives. Et c'est pour ça que dans les discussions qu'on avait eues au sein de la commission emploi affaires sociales sur le salaire minimum, c'était assez surprenant. À laquelle vous participez tous les deux. On participait tous les deux. Voilà. Ce qui était assez surprenant, c'est qu'il y a eu une alliance. Alors moi, j'appelais ça le lobby scandinave, en fait, où tous les Scandinaves de tous les groupes politiques étaient vent debout contre l'idée même d'un salaire minimum européen, parce que, selon eux, ça s'opposait à la façon qu'ils avaient d'envisager les mesures, les réformes sociales. Et deux pays sont toujours contre, hein, la Suède et le Danemark, en tant que pays. Alors oui, alors que malgré, bon, finalement, en plus, on a quand même réussi, du moins, au bout du compte. Ouais, ils ont quand même réussi à obtenir là, dans l'accord qui a été signé dans la nuit de lundi à mardi, dans la proposition, si je me souviens bien, du mandat du Parlement européen, ils ont quand même réussi à avoir ce qu'on appelle des sortes de dérogations, en fait, ce qui fait que la proposition dit que quand vous n'avez pas déjà un système de salaire minimum établi par la loi, eh bien, vous n'êtes pas obligé de vous plier à la directive. Alors, Mounir Satouri, attention, faisons bien attention aussi à ce qu'on dit. Parce que c'est joli quand on dit un salaire minimum européen, bon, ça sonne bien socialement. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un salaire minimum unique pour autant. Vous le disiez, les Lachébis tout à l'heure, les salaires minimums sont extrêmement importants. La différence entre les salaires est extrêmement importante selon le pays. Ça ne veut pas dire que demain, l'Union européenne va dire il y a un salaire minimum unique en Europe. C'est pas possible tout de suite. Voilà, c'est ça. Et je pense que personne qui s'intéresse à ces sujets de manière sérieuse ne dit qu'on doit avoir le même salaire partout. Ou alors il sera tellement bas que dans plein de pays, notamment en France, on ira dénoncer cette régression sociale. De quoi on parle ? On parle de le fait d'avoir un salaire minimum dans chacun des pays européens qui a pour objectif de lutter contre la pauvreté, de permettre la décence, la dignité, et cette directive fixe le cadre dans lequel le salaire minimum doit être défini. Je vais résumer, je vais aller à la fin. Parce que si vous n'avez pas compris, ceux qui nous écoutent, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est justement le problème. C'est là où on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, ces questions-là, c'est pour ça. Non, mais parce que c'est parce qu'on n'est pas d'accord. C'est pas ce qu'il explique mal, c'est qu'on n'est pas d'accord. La différence de salaire minimum entre un Polonais et un Luxembourgeois, elle est de 1 à 7 en brut. Si on tient compte du niveau de vie, elle est de 1 à 3. Ce n'est pas possible tout de suite d'avoir le même chiffre pour tout le monde. Donc, ce qu'on a voulu faire avec cette directive, c'est d'avoir un plancher en dessous duquel aucun travailleur ne puisse être payé, que ce soit les mêmes critères dans chacun des États. Et nous, on va continuer, Leïla comme moi, nous battre pour une convergence vers le haut et pour un rapprochement des salaires minimums. Mais le pas qui est franchi est un pas important. Ce n'est pas un pas suffisant. On va y revenir à la fin. Je vais vous donner 3 chiffres. Dans les études qui ont été faites, à partir de cette directive, c'est aller appliquer. 25 millions de travailleurs européens vont voir progresser leur salaire de 20%. La différence de salaire entre les hommes et les femmes va être réduite de 5%. Et le taux de pauvreté va baisser de 10%. Donc, ce n'est pas suffisant. J'aimerais, moi, qu'il y ait beaucoup moins d'inégalités, mais je prends le gain que nous apporte ce texte. Mounir, est-ce que tu peux... c'est pas moi la journaliste, mais bon, c'est pas à moi de poser les questions, mais j'aimerais... Mais par ailleurs, tu les poses. Mais voilà, oui, bon, mais bon... Mais comment, en fait, moi, qu'on m'explique comment une proposition de directive sur les salaires minimums qui fixe... On ne parle pas de fixer un montant, mais nous, par exemple, ce qu'on disait, c'est qu'on prend les salaires médians d'un pays et on dit que le salaire minimum dans chacun des pays doit être équivalent à 75% du salaire médian. Voilà, de tous les pays. En prenant juste ce critère. On en avait d'autres, mais prenons juste ce critère. Comment tu expliques qu'on peut sortir les travailleurs de la pauvreté, qu'on peut augmenter les salaires, tirer les salaires vers le haut, si on a une proposition de directive qui dit juste il faut un salaire minimum, mais qui ne dit pas si ce salaire minimum, il doit être équivalent même pas à 60% du salaire médian, s'il doit être à 50, s'il doit être à 40, si ce salaire minimum, il peut y avoir des dérogations. Enfin, comment est-ce qu'on sort les gens de la pauvreté Je vous propose qu'on en sorte... Je veux répondre à Leïla Chaibi. Non, oui, vous allez répondre, mais je veux qu'on en sorte pour que nous expliquiez comment va être calculé ce salaire minimum. C'est peut-être comme ça qu'il faut qu'on sorte de la question. C'est-à-dire comment il va être calculé ce salaire minimum. Vous répondrez à Leïla si vous voulez, bien sûr. Mais ça va répondre aux deux. La directive dit que ce salaire minimum doit garantir la décence. Chaque État européen doit le fixer en tenant compte soit des critères internationaux. Les critères internationaux, et tu le sais bien, Leïla, c'est 60% du salaire médian, 50% du salaire moyen, soit par des critères nationaux. Et les critères nationaux, c'est les critères de lutte contre c'est le seuil de pauvreté.
Donc, ça ne changera rien pour les Français, Leïla. Mais il se trouve que dans plein de pays européens, ça changera la vie quotidienne de milliers, voire de millions de travailleurs européens. Je pourrais donner en partie raison à Mounir si la question les 60% par rapport au salaire médian, que les salaires minimums soient à 60% du salaire médian. Comme il l'a dit, pour les Français, ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que notre SMIC, il est à 65% du salaire médian. Mais bon, déjà, pour un certain nombre d'États membres, ça aurait changé quelque chose. Dans la proposition, dans l'accord, exactement, mais il n'y a même pas ça, il n'y a même pas de seuil. C'est dans ce qu'on appelle dans une directive, il y a les articles et les considérants. Les considérants, c'est un peu les déclarations d'intention. Et ça fixe des choses indicatives. Et qu'est-ce qui a marqué donc sur les seuils? Les seuils sont mentionnés dans la partie sur les considérants, donc on a refusé que ce soit dans les articles. Et puis en plus, c'est indiqué comme une espèce de norme, mais qui n'est pas contraignante du tout. Ce qui fait qu'un État n'a ni l'obligation, ni l'objectif fixé d'arriver à 60% du salaire médian. Et c'est bien ça le problème. Donc je poursuis par rapport à la question qu'on était en train d'aborder, qui va le fixer les États. On va discuter au sein de chaque État. Ça veut dire quoi? Les syndicats entrent en jeu dans cette affaire. Et c'est important de donner, j'allais dire, une perspective de négociation aux syndicats à l'heure actuelle sur des questions aussi importantes, aussi cruciales, aussi centrales que le salaire. Je pense qu'on peut au moins s'accorder là-dessus. Mais là, il y a l'Europe derrière. Le renforcement du dialogue social, du rôle des syndicats et des négociations et le relèvement du seuil de couverture des négociations à 80% dans chacun des États, ça c'est un progrès important qui est dans cette directive évidemment. Et je pense qu'on peut tous s'en réjouir de ça. On peut s'en réjouir, mais en fait, la question c'est que évidemment qu'on s'en réjouit. Évidemment, moi je me félicite que j'ai vu l'évolution depuis le début 2019. Ce qu'on constate, c'est qu'il y avait des dogmes dans l'Union européenne et qu'on a l'impression que la crise du Covid, plus par-dessus la crise, la guerre en Ukraine, on se rend compte que si on veut que l'Union européenne survive, les décisions ne doivent plus être prises à l'aune du marché, mais à l'aune de l'urgence sociale. Ça, c'est important. Maintenant, je trouve qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux. Parce qu'il y a une prise de conscience qu'il faut répondre à l'urgence sociale. On aurait pu avoir un salaire minimum qui aurait eu beaucoup plus d'ambition. On entendait au sommet de Porto l'année dernière, en mai 2021, le sommet social de Porto, Emmanuel Macron, qui à l'époque nous faisait tout un pataquès sur sa future présidence du Conseil de l'Union européenne, en nous expliquant qu'il allait être le chantre de l'Europe sociale. C'était l'avènement de l'Europe sociale. Moi, quand je le vois se féliciter, quand je vois des groupes politiques se féliciter de l'accord qui a été trouvé dans la nuit de lundi à mardi, qui est largement en deçà des enjeux, je veux dire, non, attention, ce n'est pas ça l'Europe sociale. On aurait pu avoir un salaire minimum qui changerait réellement la vie des gens, qui changerait la vie des travailleurs. Et malheureusement, on est encore juste sur une directive de déclaration d'intention. Oui, et on aurait pu ne rien avoir. Et tu le sais comme moi, on a failli, avant même d'aller en négociation avec le Conseil, on a failli avoir un mandat du Parlement qui n'existait pas. Et c'était à l'initiative d'ailleurs d'un député nordique de ton groupe. Et on aurait pu ne pas trouver un accord avec le Conseil parce qu'il y aurait eu un certain nombre d'États qui étaient contre. Moi, je me félicite de l'avancée. Je ne me satisfais pas, je termine. Je pense qu'on n'est pas allé au bout. Et cette directive n'est pas l'addition des 70 amendements que j'avais déposés. Et d'ailleurs, sur un certain nombre d'entre eux, on était d'accord ensemble, ton groupe comme le mien. Mais je me satisfais de l'avancée. Et je souhaite à l'avenir que la compétence sociale devienne une compétence propre de l'Union européenne et qu'on puisse aller plus vite dans la convergence sociale. Mais je me félicite de l'avancée. Un certain nombre d'ailleurs de syndicats français, j'ai vu dans la presse ce matin, qui s'étaient satisfaits de l'avancée. Mais il y a des syndicats qui saluent l'avancée. Oui, il y en a qui saluent l'avancée. Moi, je pense surtout aux travailleurs, alors pas d'abord aux travailleurs de toute l'Europe, aux travailleurs bulgares, aux travailleurs de toute l'Europe qui ont des salaires qui sont très bas. Et qui se disait que peut-être que là, il y avait l'opportunité que pour une fois, l'Union européenne, elle aille dans le sens de l'avancée des droits sociaux. Et malheureusement, moi, je n'ai pas envie de leur envoyer de la poudre aux yeux et de créer du désespoir. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être honnête là-dessus. Par ailleurs, par rapport aux travailleurs français... Tu m'as posé une question tout à l'heure. Si ce travailleur bulgare, dans 2 ans et demi, voit son salaire augmenter de manière significative, est-ce que tu pourras revisiter ce qu'on se dit aujourd'hui et dire, finalement, c'était peut-être pas ce que je souhaitais à 100%, et c'est mon cas aussi, mais cette directive était une avancée. Mais le jour où tu m'expliques, Mounir, comment avec l'accord qui a été trouvé dans la nuit de lundi à mardi, ça permet d'augmenter le salaire du bulgare, là je prends. Mais c'est en fait que j'ai tourné le truc dans tous les sens. J'ai tourné le truc dans tous les sens. Moi, ce que j'ai envie, c'est pas t'expliquer, c'est des déclarations d'intention. Parce qu'après, moi, je me bats au quotidien. Tu sais, on est ensemble en commission emploi affaires sociales pour arracher, pour faire en sorte, dans un cadre qui est contraint, de faire des compromis qui permettent au maximum d'avancer,
la situation concrète de la vie des gens au quotidien. Ton groupe va voter quoi sur ce dossier? On n'a pas encore, c'est un débat, on n'a pas encore discuté, c'est en mois de septembre, donc il nous reste encore quelques mois. Mais juste une deuxième chose. Oui. Moi, j'ai une autre crainte par rapport aux salariés français. Il y a un quinquennat d'Emmanuel Macron là, qui vient de démarrer, j'espère qu'il va être le plus court possible, mais en tout cas, il vient de démarrer. Et la crainte que j'ai, c'est que si demain, on a une directive européenne qui nous fixe comme un horizon, mais vraiment qui est le summum de l'horizon, d'avoir 60% du salaire médian. Et qui en plus le fixe dans des considérants non contraignants. Enfin bon, on a un SMIC qui est à 65% du salaire médian. On sait qu'Emmanuel Macron et la majorité présidentielle rechignent à augmenter le SMIC. Demain, moi j'ai la crainte que Emmanuel Macron, le président, nous dise « Qu'est-ce que vous nous embêtez les syndicats à vouloir augmenter le SMIC ? On est déjà largement au-dessus de ce que demande Bruxelles ». Comme ça a été déjà le cas sur d'autres sujets. C'est pour ça que, effectivement, la bataille, elle n'est pas terminée. On va continuer de se battre contre le dumping social et pour l'augmentation des salaires et pour de réels progrès en matière sociale au sein de l'Union européenne, parce que c'est la condition de sa survie aussi. Si je suis d'accord avec Leïla sur le fait qu'il faut s'attendre à des tentatives de régression sociale de la part d'Emmanuel Macron et de sa majorité, je tiens quand même à dire que rien dans cette directive, rien ne permet, là où le salaire minimum est plus haut, que ça redescende. Rien. Donc, non, évidemment. Ne présentons pas cette directive comme un atout qui peut venir remettre en cause les acquis sociaux et le SMIC français. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas son objet. C'est un coup d'épée dans l'eau. Rien ne permet que les salaires baissent. C'est un outil de lutte contre le dumping social parce que ça va permettre l'augmentation du salaire dans plein de pays européens. Et je pense qu'on a besoin. Vous savez, il y a des entreprises qui délocalisent pour gagner sur le coût de fabrication d'une voiture 1 000 €. C'est ce qu'on disait dès le départ. Et donc, avoir des outils qui permettent une augmentation du salaire, de lutte contre la pauvreté dans un certain nombre de pays, la Bulgarie ou la Roumanie, tout en protégeant les travailleurs français, c'est bon à prendre. Mais c'est pas ça, mais l'outil tel qu'il a été signé dans lundi à mardi, le compte n'y est pas. Je suis d'accord avec toi, je suis pour des salaires minimums européens qui permettent d'augmenter les salaires de manière globale, qui permettent de donner une vie digne, mais ce n'est pas le cas de ce projet de directive. Alors, on a des accords là-dessus. Voilà, on a des accords d'appréciation. Voilà, on a compris. Un salaire minimum européen. Alors, la question que je pose au départ, à quel horizon, quand est-ce que ça va entrer réellement dans la réalité? Il y a un temps pour que ça devienne effectif, de ratification dans chacun des États. Déjà à l'intérieur de l'Union européenne. Je pense que dans 2 ans, 2 ans et demi, on pourra mesurer l'effet produit par cette directive. D'accord. Déjà, une directive, comme pour toutes les directives, donc une fois qu'elle est adoptée, les États membres ont 2 ans pour la traduire en loi nationale. C'est ça. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, immédiatement, demain. Merci. Surtout vu comme elle écrit. Bon, merci. Les conquêtes sociales est un long combat. À vous, mais bien sûr, d'avoir animé chaudement ce débat sur le salaire minimum européen. C'est important qu'on sache. Mais il faut de la passion quand on parle de conviction. Et c'est important que derrière les mots, parce que bien sûr tout le monde en joue, on sache de quoi on parle concrètement, réellement, au détail près. Vous y avez contribué. Merci à vous, Leïla Chaibi, merci Mounir Satouri. Et bien sûr, Mounir Satouri. Et vous reviendrez ici pour qu'on suive cette histoire et en général, qu'on continue avec vous parler des questions d'Europe sociale, dont on espère voir un jour le bout. Merci à tous et merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir, à bientôt.